Je te remercie David pour l'introduction et puis je te remercie toi et Sylvain pour l'invitation. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais vous parler des théorèmes de Palais-Zygmund. Donc le problème en question est le suivant. Donc vous avez une fonction qui est L2 sur donc de carré intégrable sur un ensemble compact, disons, et puis vous voulez savoir si elle est continue, ok. Et donc la raison, c'est a priori, si elle est juste L2, vous n'avez aucune raison de savoir si elle est continue ou pas, vous n'avez aucune hypothèse de régularité dessus. Et alors on peut faire on peut faire quelques hypothèses supplémentaires de façon à impliquer de la régularité de votre fonction en supposant qu'elle est L2, peut-être un peu mieux que ça. Et ce que je vais essayer de voir, c'est que comment est-ce qu'on récupère de la régularité ou un peu plus d'intégrabilité en la randomisant, donc en introduisant de l'aléa sur cette fonction quelconque. Ok, donc ça c'est l'objectif aujourd'hui. Et donc mon premier objectif c'est le suivant, c'est vous expliquer que si jamais vous avez une fonction qui est L2, vous pouvez la rendre à LP, donc à sa puissance P est toujours intégrable, pour n'importe quel P supérieur à 2, en la randomisant, donc en introduisant de l'aléa. Ok. Donc avant de continuer, on va essayer de se rappeler qu'est-ce que c'est L2 et LP. Donc, je vais partir d'un espace de probabilité. Ok, alors quels sont ces objets? Donc oméga, c'est un ensemble, donc c'est le truc sur lequel vous intégrez. F, c'est ce qui s'appelle une tribu, donc ça vous dit quel est le type de sous-ensemble de oméga sur lesquels vous avez le droit d'intégrer. Et puis P, donc c'est la mesure, donc c'est en gros ce qui va vous donner la taille de chacun des ensembles qui est construit, qui est inclus dans F. Okay. Donc la première chose que je veux savoir, c'est donc celui-là, c'est un espèce de probabilité. Donc je demande à ce que P soit une mesure de probabilité. C'est-à-dire que sa somme totale est 1. Donc qu'est-ce que c'est L2 Pardon, qu'est-ce que c'est LP? Okay. Donc pour P fini, donc je vous rappelle que LP de oméga, c'est le truc qui dit la chose suivante, c'est que vous regardez toutes les variables aléatoires x, donc qui sont des fonctions qui vont de oméga et qui, pour aujourd'hui, vont arriver dans C, telles que vous avez le droit de prendre l'intégrale de x à la puissance p. Ok, donc c'est un relativement gros ensemble. Donc je vais juste faire une remarque. Donc pour écrire cette intégrale, donc qui est au sens de Lebesgue, vous ne faites pas nécessairement des hypothèses de régularité sur x. Vous avez juste besoin de donner un sens à cette intégrale. Et donc là, vous savez probablement que vous ne faites pas des hypothèses de continuité, mais des hypothèses de mesurabilité. Alors si vous êtes dans les intégrales au sens de Riemann, vous demandez à ce que ce soit continu par morceau. Mais pour nous, en tout cas pour aujourd'hui, on va prendre des intégrales au sens de Lebesgue, et donc vous demandez juste des hypothèses de mesurabilité. Okay. D'ailleurs, être continu, ça n'a pas forcément un sens, parce que là, je vous ai dit oméga, c'est juste un ensemble. A priori, j'ai défini aucune topologie dessus, donc c'est même pas clair pourquoi les fonctions seraient continues. Okay. Par contre, si oméga, c'est un espace topologique, donc vous avez donc oméga, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez définir une topologie, et que vous définissez les ensembles sur lesquels vous avez intégré à partir de la topologie de oméga, vous allez avoir la chose suivante, donc oméga, espace topologique. Donc dans ces cas-là, ça vous dit que, que la continuité entraîne la mesurabilité. D'accord.
Donc, a priori, pour écrire ça, j'ai juste besoin d'une hypothèse de mesurabilité qui est automatiquement vérifiée si jamais vous avez une hypothèse de continuité lorsque vous avez une notion de continuité sur l'espace que vous regardez. Ok. Bon, alors, on a mieux que ça. Donc, si jamais oméga, c'est un espace topologique, vous savez que la continuité entraîne la mesurabilité, mais un petit peu plus, c'est-à-dire que les fonctions continues, elles sont denses. Dans LP. Ok. Ou même dans L2. Bon, dans LP. Ok. Alors, pourquoi les fonctions continues sont denses? Il faut vous demander, en gros, qu'est-ce que c'est le type de singularité que je peux avoir. Donc, si vous voulez réfléchir juste aux fonctions qui sont continues par morceau, en gros, vous vous demandez comment est-ce que vous allez approcher ce truc-là par des fonctions continues. C'est un truc que vous avez fait 1000 fois. Donc, vous prenez juste des fonctions qui sont affines par morceau et puis vous les faites ressembler de plus. Et évidemment, ce truc-là, dans un espace LP, ça converge bien, d'accord? Pas dans L infini. Enfin, ça converge pas uniformément, mais par contre, ça converge dans les espaces L1. Bon, j'imagine que c'est un exo que vous avez fait 50 fois. J'insiste pas. Ok. Donc, je vous fais quelques remarques. Vous avez que LP est inclus dans LQ dès lors que P est supérieur à Q. Parce qu'on est dans un espace de proba. Donc comment vous faites ça? Donc, vous regardez l'intégrale de x à la puissance q. Et donc vous faites une inégalité de Hölder. Et vous récupérez que ce truc-là est inférieur à à xq à la puissance p sur q. Le tout à la puissance q sur p fois l'intégrale. Donc vous écrivez ce truc-là comme lui fois 1, et puis vous faites l'intégralité de Hölder. Donc 1 à la puissance p sur q', à la puissance 1 sur p sur q', où la dualité est donnée par 1 sur lui plus 1 sur lui est égal à 1. Avec ce que j'écris Q sur P. Ok. Alors, ce truc, pourquoi cette inégalité marche? Donc, du coup, ça, c'est fini. Donc, pourquoi cette inégalité marche, hein? Donc, je suppose que lui est fini. Donc, lui, c'est x à la puissance p. Donc, lui, il est fini. Lui, ici, c'est l'intégrale de 1, mais je suis sur un espace de probabilité. Donc, l'intégrale de 1, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce produit-là est fini. Hein. Ici, donc, comme je vous l'ai dit, c'est x à la puissance p à une certaine puissance. Et donc, ça implique que lui est fini. Ok. Ça. Ok, donc vous voyez, en gros, ce truc-là, il serait vrai tout le temps, mais si j'avais retourné mon truc. Hein. Donc là, l'enjeu, c'est de faire l'inverse. Okay. Très bien. Alors, d'autres remarques sur ce que sont ces espaces. Vous m'interrompez, bien sûr, si je dis un truc incompréhensible. C'est que L2 de oméga est un espace de Hilbert. Pour le produit scalaire suivant, si je veux regarder le produit scalaire de x et de y, j'ai qu'à faire l'intégrale de x bar d'oméga fois y de oméga fois dp de oméga. Ok. Alors, c'est un espace de Hilbert qui est séparable dans de beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'il est séparable dès lors que vous pouvez, dès lors que f admet une base dénombrable, donc c'est assez souvent séparable ce truc-là. Pour notre propos aujourd'hui, ce sera le cas. Ok. Donc a priori, ce truc-là, il admet une base de Hilbert dénombrable si jamais f... Pardon, j'y arrivais. Si jamais f est qu'est-ce que j'essaye de dire? Si jamais f admet une base dénombrable. Ok, donc juste un rappel
très rapide sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est L infini. Donc L infini. Alors il vérifie pas, il n'est pas aussi mignon que les autres, c'est-à-dire que L infini, donc c'est les fonctions dont le sup essentiel, c'est les variables aléatoires dont le sup essentiel est fini, c'est-à-dire qu'on définit la norme infinie comme étant égale à l'inf des mu strictement positifs qui vérifie que la probabilité pour que x soit strictement supérieur à mu est nulle. Okay, donc en gros, ça veut dire que en gros, vous êtes tout le temps inférieur à x et éventuellement si vous êtes tout le temps inférieur à la norme infinie. Hein. Puis éventuellement si vous êtes supérieur, c'est sur un ensemble négligeable. Très très bien. Très bien. Alors j'ai oublié de vous dire ce que c'était que la norme L2, je vais probablement avoir besoin de mes notations, donc j'écris norme de x dans P, c'est évidemment l'intégrale de xp à la puissance 1 sur P. Ok. Alors donc, quelques remarques sur les convergences en proba, en loi, etc. que vous connaissez déjà probablement. Donc si vous savez peut-être que la convergence uniforme, c'est-à-dire la convergence en la norme infinie, elle entraîne la convergence presque sûre. Okay. C'est-à-dire que presque sûrement, vous avez que xn de oméga. Hein, donc ici, je suis en train de dire que j'ai xn moins x en norme infinie qui tend vers 0. Vous avez ce truc-là. Ok. Évidemment, donc la convergence en norme infinie entraîne la convergence en norme LP. Okay. Donc ça veut dire si jamais vous avez ça qui tend vers 0, ben, le même truc avec P tend vers 0. Donc ça c'est toujours pour les mêmes raisons que celles qu'on avait là-haut. Et pardon, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc en particulier, donc cette convergence ici, donc quand j'écris la convergence uniforme, évidemment c'est quand je regarde la convergence sur les fonctions qui sont elles-mêmes continues et bornées. Okay, donc là c'est la norme de la norme infinie, c'est bien la norme de la convergence uniforme. Ok, donc après tout ce questionnement et ces rappels sur les espèces LP, je vais vous demander qu'est-ce que LP du tore. Alors, il va y avoir un petit peu plus de structure sur LP du tore, puisque maintenant, je vais demander à ce que oméga, ce soit le tore. Ok. Je ne sais plus ce que j'ai pris comme convention, mais disons R sur Z. Et puis, donc cette fois, F, ça va être l'attribut topologique du tore. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire tous les trucs, tous les ensembles que vous pouvez construire en faisant des unions et des intersections dénombrables d'ouverts et de fermés du tore. Quoi. En gros, d'intervalles ouverts et d'intégrales fermées du tore. Okay, donc c'est quelque chose qui est issu de la topologie du tore. Okay, donc c'est maintenant, je vais avoir des fonctions, des trucs où je peux dire est-ce que c'est continu, est-ce que c'est pas continu, dans le même sens que vous connaissez déjà. Et enfin, donc pour P, donc je vais prendre un truc normalisé, c'est-à-dire je vais prendre dx sur 2pi. Okay. Ce qui en fait une mesure de proba. Hein, donc maintenant, j'avais des variables aléatoires au début, donc maintenant j'ai des fonctions. Donc je vais les appeler f. Ok. Alors je vous ai dit que L2, c'était... Alors oui, alors du coup, ce truc-là, donc l'attribut topologique de T, donc elle est engendrée par tous les intervalles du tore. Mais du coup, je peux aussi l'engendrer en mettant juste des intervalles avec des bornes rationnelles. Et du coup, ça me fait que f, elle est engendrée par un truc dénombrable. Et du coup, que L2 du tore, c'est un espace séparable. D'accord ? Donc, d'après ce que j'ai dit, c'est un espace de Hilbert
qui est séparable. Okay, donc il admet une base de Hilbert dénombrable, n'est-ce pas? Alors que vous connaissez déjà, en fait, et vous savez même déjà que c'est une base dénombrable, juste on vous l'a dit, mais pas exactement comme ça. Okay. Donc L2 du tore, c'est un espace de Hilbert. Donc c'est pas. Ok. Alors, sa base privilégiée, c'est En. Okay. Avec En de x qui est égal à EINX. Alors ça, déjà, c'est effectivement une base orthonormée, pardon. Si vous regardez En avec Em, donc ça, c'est l'intégrale sur le tore de En bar de x fois Em de x sur dx sur 2pi. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de EI, j'ai pris pas dans le mauvais sens, M moins N x dx sur 2pi. Et donc ça, comme vous le savez bien, c'est delta NM. Ok, donc déjà, c'est un truc qui est orthonormé pour le produit scalaire qu'on a en tête. Okay. Et donc, mon point, c'est que ces types-là, en fait, ils engendrent tout le monde dans L2 de tore. Donc, vous l'avez déjà vu si vous savez ce que c'est une série de Fourier, mais sinon, en fait, vous le savez déjà. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence directe du fait que les fonctions continues, elles sont approchables par des polynômes trigonométriques. Okay. Donc, disons que je veux montrer que L2 du tore, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des En quand je prends sa fermeture dans L2. Donc en gros, les En engendrent L2. Alors, on va écrire ce truc-là. Donc l'ensemble des combinaisons linéaires des En fermées dans L2. Et puis, on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer finalement? On veut montrer que E, c'est égal à tout L2. Donc, comment vous faites ça? C'est un espace de Hilbert. Vous montrez que son orthogonale est 0. Okay. L'heure qu'il est... Ah oui, je me dépêche. Que l'orthogonale de E, c'est 0. Okay. Donc, mon point, c'est que vous le savez déjà, d'accord? Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que... Enfin, ce que vous savez déjà, c'est que les polynômes trigonométriques, ils vous permettent d'obtenir toutes les fonctions continues par densité. Okay. Alors, par densité pour la norme uniforme, mais comme la norme de la convergence uniforme, elle entraîne la convergence L2, c'est aussi vrai dans L2. Et avec les fonctions continues, vous récupérez tout L2. Okay. Donc, vous allez récupérer donc, tout L2, n'importe quelle fonction de L2, elle est approchable dans L2 par des polynômes trigonométriques. Ok. Donc, maintenant, je vais prendre F dans E orthogonal, ok, et soit PK, une suite de polynômes trigonométriques, donc telle que la norme de F moins PK dans L2, ça tend vers 0. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai F dans E orthogonal, ok, donc je peux regarder ce que ça vaut F
Alors, FF, c'est la même chose que FF moins F fois un polynôme trigonométrique, puisque j'ai lui qui est dans l'orthogonale de E, et donc les polynômes trigo, ils sont évidemment dans E. Okay, donc ça, je le réécris comme F moins PK, et je dis que ce truc-là, c'est inférieur à la norme de F, qui est fixée, fois la norme, fois la norme de F moins PK, 2, et ce truc-là, évidemment, ça tend vers 0, quand K tend vers plus l'infini. Et du coup, ça me dit bien que la norme de f vaut elle-même 0, et donc f est nul. Okay, donc E, l'orthogonale de E est réduit à 0, et du coup, on a bien montré que En, c'était une base de Hilbert de L2 de Thor, avec laquelle on va pouvoir commencer à jouer. Donc une fois de plus, vous connaissiez déjà ces trucs-là, parce que c'était juste une conséquence du fait que les polynômes trigonométriques sont denses dans les fonctions continues. Bien. Alors, donc j'en étais où? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f dans L2, elle s'écrit comme la somme des Cn de f e n. Et maintenant, f dans L2, ça veut dire que f, elle s'écrit comme la somme pour n dans Z des Cn de f E. Okay, et la somme, évidemment, la somme est à comprendre comme une limite dans L2, okay, pas forcément comme une limite ponctuelle. Hein. En revanche, avec Cn de f, pardon, il faut que je vous l'écrive, c'est évidemment En f, c'est-à-dire l'intégrale sur le tore de f de x E moins in x dx sur 2pi. Très bien. Donc par contre, on n'a pas nécessairement la convergence ponctuelle, n'est-ce pas? Parce que pour avoir la convergence ponctuelle, il faudrait qu'on ait la convergence uniforme, par exemple, et donc ça ne marche pas. Donc on n'a pas nécessairement f de x qui est égal à la somme sur n des Cn de f EI nx sur 2pi. Okay. C'est vrai, par exemple, si vous avez si c'est n de f, au lieu d'être dans... Donc ici, pardon, donc ça entraîne que la somme des Cn de f au carré est finie. Donc c'est-à-dire que Cn de f est dans L2. Et donc par exemple, c'est OK si Cn de f, au lieu d'être dans petit L2, elle est dans petit L1. Okay, dans ces cas-là, vous avez convergence uniforme de la série. Du coup, vous récupérez de la continuité sur f et de la convergence ponctuelle sans problème. Hein, et dans ce cas, f est continu. Ok, donc déjà il faut faire donc L2, vous voyez, a priori, ça m'entraîne même pas la continuité de f pour ce genre d'argument. Il faut vraiment que la suite des coefficients Cn de f soit dans petit L1 par exemple pour que ça marche. Hein. Et donc et puis même, c'est pas si génial que ça, parce que c'est même pas une CNS dans le sens où même si jamais vous avez que f est continu, ça vous dit pas, excusez-moi, c'est même si f est continu, vous allez pouvoir voir un peu plus tard qu'une conséquence du théorème de Bannstein-Haut, c'est que vous avez pas, même si f est continu, vous n'avez pas nécessairement convergence uniforme de la série, donc pas forcément l'égalité. Ok, donc, on verra ça plus tard. Donc bon, bref, c'est pas très très clair. Qu'est-ce que ça veut dire f est continu, la convergence ponctuelle, si jamais vous partez juste de L2 et donc de ces Cn de f. Bon, maintenant on arrive au cœur du sujet. C'est que même si j'ai f dans L2, je vais presque pouvoir avoir donc qu'est-ce que vous voudrez? J'aimerais bien la convergence uniforme, et donc la convergence à l'infini. Alors je ne vais pas l'avoir en ayant juste L2, mais je vais l'avoir au moins avec tous les LP jusqu'à P strictement inférieur à infini. Et donc j'arrive au cœur de cet exposé. Alors, donc 3. Donc L2 entraîne LP presque sûr. Alors, donc je vais me donner F dans L2. Du temps. Okay. C'est-à-dire que F
elle s'écrit comme la somme pour n dans z des Cn de f fois En avec Cn de f dans petit l2. Okay, très bien. Maintenant, je vais me donner Gn, n dans z, c'est une suite de variables aléatoires, donc indépendantes et identiquement distribuées, pardon. Donc ils sont des Bernoulli. C'est-à-dire qu'on a la probabilité pour que Gn soit égal à plus ou moins 1, qui est égal à 1,5. Okay, donc c'est des Bernoulli qui sont centrés. Okay, et donc ils sont indépendantes. Hein. Donc je vais écrire indépendante en gros. Et maintenant, je vais poser. Donc maintenant, c'est le moment où je randomise f et j'écris à la place donc f oméga, c'est égal à la somme sur n, donc toujours dans z, donc de Cn de f, Gn, E. Okay, donc j'ai introduit de l'aléa, on introduit devant chaque élément de la base une variable aléatoire qui est indépendante des autres, okay, que j'ai choisi ici une Bernoulli centrée. Donc ma proposition, que je veux vous dire, c'est donc là je suis partie juste d'une fonction qui était L2, c'est que f oméga appartient à LP, quel que soit P fini, presque sûrement. Okay. Alors, si jamais P est inférieur à 2, c'est déjà ce qu'on a dit, hein, c'est que chez L2, ça va impliquer tous les LP plus petits, donc ça va suffire. Mais par contre, si P est supérieur à 2, là, tout ce que j'ai dit avant, ça ne marche pas, quoi. Il faut travailler un peu plus. Alors d'abord, vous pourriez râler en disant mais c'est quoi ce f oméga? Alors, râlons. Qu'est-ce que f oméga? Ok. Alors, je vais vous poser fn oméga. C'est la somme sur les entiers dont la taille est inférieure à n de la même chose. Donc j'écris une série partielle, une somme partielle donc de ma série. Gn. Ok. Et donc mon truc, c'est que ce que je vais vous dire, c'est que fn oméga, elle est de Cauchy. Et du coup, je vais pouvoir conclure. Ok, je vous fais rapidement. Alors, si jamais je prends... Je vérifie ce que j'ai fait. Oh, bon, je n'ai pas dit ce que j'avais fait. Bon, très bien. Donc, si jamais je prends m supérieur à n, disons. Ok, donc je veux regarder fm oméga moins fn. Ok, je veux regarder sa norme dans L2 et puis vérifier que ce truc-là, ça tend vers 0 quand n et m tendent vers plus infini. Je vais le mettre au carré. Donc je le mets dans L2 de oméga, croix... Alors pardon, je ne vous ai pas dit ce que c'était oméga. Croix le tort. Excusez-moi. Ploup, ploup, ploup. Donc ici, j'ai une suite de variables qui sont indépendantes et elles ont, je leur donne un espace de probabilité. Ok, donc j'ai un truc sous-jacent qui définit mes variables aléatoires indépendantes. Ok, donc je fais L2 en proba, en gros, donc dans la... Oui. Non, et quel que soit P, c'est bon, on va le faire pour tout P. De toute façon, en fait, il suffit d'en avoir un grand et j'ai tout ceux d'en dessous. Oui, mais du coup, on a presque sûrement une existence qui est assez grande, presque sûrement un fixe P d'abord. Alors...
C'est bon? C'est pas presque sûrement, il existe un P tel que truc, c'est pour tout P, on a ce truc-là, presque sûrement. Après, ça change rien parce que, voilà. Et une fois plus, quand on a un grand P, on a tous ceux d'en dessous, donc ça change pas grand-chose. Ok. Ok, donc je veux montrer que ce truc-là est de Cauchy, ok, donc je vais essayer de calculer ce truc, et évidemment ce truc-là, bah, c'est la norme L2 de la somme pour que j'écrive pas d'ânerie, donc pour n qui est compris entre m et grand N. Donc de ce machin-là. Hein. De, j'écris quoi là? De Cn, de F, Gn, En. Ok, donc dans L2 de oméga croix le tore. Ok, alors comme je suis L2 déjà sur En, bah, on est déjà assez content parce qu'on peut utiliser l'orthogonalité des En pour voir que ça, bah, c'est rien d'autre que la somme sur N entre M et N de Cn de F au carré fois E de Gn au carré. Ce truc-là, bah, c'est 1, donc c'est bon. Donc il ne reste plus que... Pardon, alors celui-là c'est 1, donc je le dégage. Et il me reste plus que ce truc-là, et effectivement, bon, ça tend vers 0 quand n et m tendent vers plus l'infini. Et donc on a bien une suite de Cauchy, et donc le sens qu'on donne à f oméga, pardon, c'est le fait d'être la limite dans L2 de oméga croix le tore de la suite f grand N oméga. Ok ? Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire finalement pour dire que f est presque sûrement dans LP? Bah, de montrer que Fn oméga est de Cauchy dans LP. Donc que Fn oméga est de Cauchy dans L. Alors, je vais prendre, comme il suffit que j'ai plus grand pour avoir tout le monde, il suffit que je le prouve pour juste une suite de P qui tendent vers plus l'infini. Donc, pour le coup, je vais prendre P égale à 2Q avec Q dans N. Donc, je prends les entiers pairs. Ok, ça tend vers plus l'infini et du coup, je récupère n'importe qui est fini. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc hier? Ok. Alors, c'est là, on s'amuse un peu. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je regarde. Donc là, je vais montrer qu'elle est de LP. Alors, il faut que je vous dise de quoi? Donc, de oméga croix le temps. Ok. Alors, donc il faut que je regarde la norme de Fn oméga moins... j'ai écrit dans l'autre sens que tout à l'heure. De Fm oméga moins Fn oméga. Donc dans LP, de oméga croix le tore. Donc en probabilité et dans le tore à la puissance P. Okay. Ce truc-là, bah, c'est quoi? Donc je vais commencer par intégrer sur le tore. Donc c'est dx sur 2pi fois E de F. Ah, je suis désolée, j'ai écrit à l'inverse dans mon truc. Donc, F n oméga moins Fm oméga à la puissance P, mais P, j'ai décrété que c'était 2Q. Okay. Donc, vous calculez ce truc-là. Bon, je développe. Et donc, quand je développe, il se passe quoi? Donc, je vais écrire... alors, pardon, il faut que déjà j'écrive ce truc-là. Donc, ça, c'est la somme sur n pris entre n et m de Cn de F fois Gn fois En de x. Voilà, le tout à la puissance de Q.
Ok, donc en gros, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'essaye de comprendre c'est quoi l'espérance à la puissance de Q d'une combinaison linéaire de Bernoulli. Ok, donc je vais faire ça et ensuite l'intégrer dans mon calcul. Ouais, merci. Donc en gros, je vais prendre, si je me donne une suite à support fini, je me demande c'est quoi ça. Ok? Et comment je fais pour l'écrire. Donc ça, pour le coup, je peux développer et je peux l'écrire comme la somme. Donc je vais me donner N1, NQ, NQ plus 1, N2Q. Ok. Donc je vais essayer de reprendre mes notations correctement. Donc du produit pour J égale 1 à Q, donc des alpha NJ bar, alpha NJ plus... ouais, je vais l'écrire mieux. Donc le produit pour J égale Q plus 1 à 2Q des alpha NJ pas bar. Ok. Et puis ensuite, il va me rester donc l'espérance du produit pour J égale 1 à 2Q des GJ. Des GNJ, pardon. Ok? Mais vous vous souvenez que ce truc-là, ils sont tous indépendants. Donc le seul moyen d'avoir un truc où ils ne sont pas tous indépendants, c'est d'au moins d'apparier de... Et ces trucs-là sont centrés, donc l'espérance d'un seul G tout seul, il vaut 0. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux que cette espérance soit non nulle, il faut que pour chaque GNJ, chaque NJ, il faut que je lui trouve un copain avec lequel la parier et d'imposer que NJ il est égal à N sigma de J, par exemple. Okay, donc je vais faire une partition de 1 de Q. Donc ce truc-là, je peux le réécrire comme ça. Bon, je vais vous écrire mes notations. Elles vont être horribles, mais c'est pas d'importance. Okay. Plus... N sigma de J fois E. Ok. Donc là, je suis en train de sommer sur sigma, c'est toutes les façons d'écrire un de Q, ok, comme la réunion disjointe de paires. Disjointe de paires. Donc je partitionne un de Q en faisant des paires. Ok, autrement dit, ça veut dire que sigma, c'est une involution de 1 de Q sans point fixe. Ok. S sigma plus, j'aurais peut-être pu m'en passer. Bon, c'est important quand on fait des gaussiennes. C'est S sigma de plus, c'est juste l'ensemble des paires. Donc, par exemple, ça peut être l'ensemble des J dans 1 de Q, tel que J soit strictement inférieur à sigma de J. Ok, donc je découpe mon truc comme la réunion disjointe de paires. Alors ça, il y a combien de façons de faire ça
je dis pas d'ânerie, il y a 2Q factoriel sur Q factoriel fois 2 à la puissance Q. Ok, vous pouvez faire cet exode combinatoire si vous voulez. Ok, donc on a ce truc-là, et donc ce qu'indique mon truc, ce qu'indique la somme qu'on a écrit, c'est que je force NJ dans ma somme à être égal à N sigma de J, parce que sinon je vais faire sortir un des NJ, parce qu'il va être tout seul dans son coin, et je vais faire écrire le E de GNJ, et ce truc-là ça fait 0, et donc ça donne un truc qui est nul. Donc j'ai que le choix de les apparier entre elles. Et ça, par contre, ce truc-là, il est toujours inférieur à 1. Et du coup, toute cette somme, alors je vais y arriver, elle est inférieure donc toute cette somme, elle est inférieure à la somme sur sigma du produit pour J dans S sigma plus des delta J sigma de J. Ok, donc ça je peux le remettre à l'intérieur de ce truc-là. Et ça me dit que E de la somme des alpha n Gn au carré, pas au carré, à la puissance de Q, c'est inférieur à, j'essaie de ne pas me tromper dans ce que j'écris, à la somme sur sigma, donc ce qui est sur toutes mes façons d'apparier, à la somme des NJ, mais cette fois je fais varier J que dans S sigma plus. Ok. Ensuite, je vais prendre le produit pour J dans S sigma plus. Donc ici j'ai ce truc-là, ok, mais du coup comme j'ai N de sigma J qui est égal à NJ, j'ai un des alpha bar qui va nécessairement avec un des alpha. Du coup, ça va me faire alpha NJ au carré. Et ensuite, qu'est-ce qui me... Ah, pardon, non, ils ne sont pas forcément différents, mais comme le produit alpha au carré est inférieur à le module au carré, c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste ? Non, c'est bon. Et ensuite, il me reste cette truc-là dont on a dit qu'il était inférieur à 1. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui me reste ? Plus grand-chose. Donc ici, là, je peux renommer mes variables de façon à écrire ça de façon plus intelligente. Et du coup, je me retrouve avec, je vais y arriver, la somme sur sigma sur toutes les façons d'apparier de la somme des alpha j au carré, mais à la puissance q. Okay. Parce que là, c'est exactement la somme que je suis en train d'écrire ici, juste de façon bizarre, en ayant indexé mes nj par un truc qui est dans sj+. Donc j'ai maintenant plus que qj plutôt que 2q, et des alpha au carré. Et donc, ce truc-là. Du coup, lui, il faut que je calcule son cardinal. Bon, je l'ai déjà fait, mais c'est un truc qui dépend que de Q ou de P, donc c'est P, fois la somme des alpha J au carré, à la puissance Q. Ok, donc c'était parce que je voulais calculer ce truc-là. Et du coup, maintenant, ce que je peux réécrire, c'est Fm oméga moins Fn oméga dans LP de oméga croix le tore à la puissance P, qui est inférieure à l'intégrale sur dx sur 2pi. Et donc, maintenant, j'ai calculé ce truc-là, et j'ai dit qu'il était inférieur à une constante qui dépendait que de P, et à la somme de ce qu'il y a là-dessous
au carré, c'est-à-dire Cn de f au carré. Gn, on l'a viré. En de x au carré, il vaut 1. Très bien, à la puissance q. Ok. Ce truc-là, il ne dépend pas de x, donc je peux enlever mon intégrale. Il ne me reste plus que mon intégrale fois ce truc-là, qui tend effectivement vers 0 quand n et m tendent vers plus l'infini. Et du coup, j'ai bien que f n m oméga est de Cauchy non LP. Du coup, ça nous dit quoi? Donc ça nous dit qu'elle admet une limite g oméga, disons, qui est dans LP, de oméga croix le tore. Mais comme la convergence LP entraîne la convergence L2, j'ai aussi que ce truc, que Fn, elle converge vers g oméga dans L2, et par unicité de la limite, j'ai que g oméga égale f oméga. Et donc la fonction que j'ai donnée au départ, non seulement elle est L2 par construction, mais elle est aussi LP par propriété immédiate. Donc elle est LP de oméga croix le tore, ce qui implique qu'elle est presque sûrement dans LP du tore. Ok, ça conclut ma preuve. Ok, donc là, ce qu'on a vu, et en fait j'ai plus de temps, donc je ne vais pas insister lourdement sur la suite, c'est que si jamais j'ai L2, j'ai LP, d'accord? Donc j'ai presque la convergence L2, si jamais je me résume à faire des randomisations comme ça, en gros la topologie de L2, elle implique la topologie de LP. Du coup, on s'attend presque à ce que ça fasse la topologie, un trait implique la convergence uniforme et donc des trucs de continuité, mais en fait ça ne marche pas. Alors, du coup, ce que je voulais vous raconter, mais je ne vais pas avoir le temps, c'était que vous n'aviez pas besoin de beaucoup plus pour avoir de la continuité. Et donc là, ce que j'avais demandé, en gros, ce que je vous ai dit, là, c'est que si vous avez Cn de f qui est dans L2, ça vous entraîne f, et dans f oméga, et dans LP, presque sûr. Okay. Par contre, vous pouvez demander un petit peu mieux, c'est-à-dire demander à ce que n fois Cn de f, okay. Donc n à la puissance s fois Cn de f, pour un s strictement positif, si celui-là, il est dans L2, alors vous avez un peu mieux, vous avez que f oméga, elle est continue. Alors ça, c'est une conséquence de ce qu'on vient de faire et des injections de Sobolev. Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais vous êtes dans le cas de continu, dans le cas déterministe, pardon, vous avez quelque chose qui existe comme ça, mais il faut que vous ayez S qui soit strictement supérieur à 1,5. Donc entraîne F continue. Ok. Et donc si vous randomisez, en gros, vous gagnez donc n consiste à faire une dérivée, parce que si vous dérivez En de x multiplié par n, donc le fait de multiplier Cn de f consiste à faire une dérivée. Donc là, ici, je prends S dérivée et je les mets dans L2. En prenant juste un tout petit peu de dérivée, j'ai automatiquement que c'est continu, alors que dans le cas déterministe, il faut faire un petit peu plus que 1,5. Et donc vous gagnez une demi-dérivée par rapport au cas déterministe en randomisant. Ok, et donc c'est une conséquence de ce qu'on a vu et des injections de Sobolev usuelles. Alors, je vais m'arrêter là, mais il y a même une condition nécessaire et suffisante pour, en partant d'une fonction... pour connaître, il y a même une condition nécessaire et suffisante sur les coefficients, c'est n de f, pour qu'une fois randomisé, vous ayez de la continuité. Donc il y a plein de trucs différents, plein de conditions différentes sur les Cn de f pour entraîner de la continuité, mais il y a aussi une condition nécessaire et suffisante. Et alors ça, c'est plutôt quelque chose qui est issu des champs gaussiens. En fait, on remplace les Gn que j'ai mis des Bernoulli par des gaussiennes, et là, on fait une analyse du champ gaussien qu'on a défini avec le f.
Ok, donc c'est des choses qui datent des années 50. Donc là, ce que je vous ai raconté, ça date plutôt des années 30. Une fois, avec le point de vue gaussien, ça date plutôt des années 50. Et donc ensuite, il y a eu les gens ont compris la structure de la preuve un peu plus profondément et ont compris que ce qui faisait marcher les choses, c'était que en gros, que le tore était un groupe. Et que la loi de F oméga de X, quand on prend des gaussiennes, elle est invariante sous l'action des translations spatiales. Et que du coup, ça pouvait être étendu au cas des groupes compacts et à d'autres variables aléatoires. Et puis, donc ça date des années 80, pardon. Et alors maintenant, plus récemment, donc ce qui a été démontré, c'était qu'on pouvait faire le même type d'inégalité et de conditions de continuité, non plus sans structure de groupe, mais sur des variétés riemanniennes plus génériques et compactes. Ok, donc je vais m'arrêter ici pour laisser le temps aux questions.